Bonjour Monsieur Gérard Henry, pouvez-vous vous présenter à nous s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Gérard Henry, je suis directeur adjoint de l'Alliance française de Hong Kong et aussi rédacteur en chef du magazine Parole, qui est un magazine culturel français-chinois. Oui. Je suis arrivé à Hong Kong il y a très longtemps, relativement longtemps, en 1981 en réalité. Et pourquoi vous avez décidé de reconstruire votre vie ici à Hong Kong, initialement? Ce n'est pas vraiment une reconstruction, mais c'est dû en fait à un hasard. Dans la vie, on ne sait jamais comment le destin peut changer. Un jour en France, à cette époque, j'habitais avec des amis dans une ancienne ferme en Normandie, au bord de la mer. Et un jour, on a vu arriver un groupe d'Asiatiques qui marchait vers nous. Ils se sont arrêtés à la maison, nous ont demandé un verre d'eau. J'ai donné un verre d'eau. Ensuite, moi j'habitais avec des amis musiciens, eux étaient musiciens aussi. Et ils sont restés à dormir là, et j'ai fait connaissance de ces Hongkongais qui étaient étudiants à Paris. Et l'un d'eux, qui est un artiste maintenant très connu à Hong Kong, qui s'appelle Wong Lien-Kwai, faisait sa première exposition solo à Caen, en Normandie. Et ils étaient venus se promener au bord de la mer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma première femme, en fait. Et à partir de ça, ma vie a changé complètement. Je suis tombé amoureux, c'est souvent comme ça que les histoires arrivent, et j'ai décidé de partir à Hong Kong 1 ou 2 ans après avec elle. Comme vous le mentionnez déjà, vous avez grandi en Normandie. Pouvez-vous partager avec nous un petit peu de votre vie en France? Oui, disons, quand j'étais en France, j'ai grandi en Normandie, mais j'ai déjà fait beaucoup de choses en France. J'avais étudié la botanique, le théâtre aussi, donc je faisais différentes choses. À une époque, j'avais une petite troupe de théâtre qui tournait de marionnettes, qui tournait autour de la France comme ça. Et aussi, j'ai travaillé comme une sorte de recherche dans les jardins, j'étais architecte de jardin après. Et quand je suis venu à Hong Kong, j'ai changé ma vie. Pourquoi vous avez changé votre vie après votre arrivée ici à Hong Kong? Je ne pouvais pas continuer dans la botanique et j'ai décidé d'apprendre le chinois à l'université chinoise. Et j'ai décidé de me consacrer aussi à une autre passion que j'avais en dehors des plantes et du théâtre, qui était en fait la littérature et l'écriture. Vous parlez le mandarin, et pourquoi vous n'avez pas choisi d'étudier le cantonais par exemple? Parce que le mandarin permet de parler dans toute la Chine, à Taïwan, et le cantonais me permettait d'être moins large. Mais je pense que quand vous êtes arrivé à Hong Kong, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient le mandarin à Hong Kong, n'est-ce pas? Oui, mais j'avais commencé à apprendre le mandarin un peu à Paris, et à Hong Kong, j'ai décidé de continuer le mandarin. Avez-vous toujours une appréciation pour les arts en général? Ah oui, c'est la partie la plus importante de ma vie. Pourquoi? Parce que pour moi, l'art, c'est le summum dans la vie, c'est quelque chose de philosophique. Avec l'art, on peut répondre à toutes les questions, ça va au-delà de la vie quotidienne, ça permet à l'homme de se dépasser complètement. Et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, que ce soit la littérature, les arts visuels aussi. Quelles sont les différences principales entre les artistes hongkongais ou les artistes français en général? Basiquement, il n'y a pas de différence dans le fond, parce qu'un artiste reste un artiste, mais quand je suis arrivé à Hong Kong, les conditions pour les artistes hongkongais étaient très très difficiles, parce qu'il n'y avait pas de moyen d'avoir un atelier, c'était trop cher. Et aussi, la différence, c'est que les gens du public, et aussi dans le monde des affaires, en France, si vous êtes artiste, vous êtes très considéré. À Hong Kong, il n'y a aucune considération. La considération est très basse pour les artistes. Pourquoi? Ils ne sont pas reconnus. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle les artistes hongkongais en général sont
pour eux, c'est très difficile de vivre comme un artiste seulement à Hong Kong. Oui, ils sont même plus reconnus, je dirais, en Chine qu'à Hong Kong. Oui. Dans un certain cas, dans l'appréciation des gens. Oh. Et à Hong Kong, c'est mieux maintenant quand même. Ça a beaucoup changé dans les 20 dernières années. Il y a beaucoup de jeunes artistes et tout ça qui commencent à être connus. Mais avant, les artistes hongkongais étaient totalement inconnus et n'avaient pas de chance d'exposer. Pourquoi pas? Parce que personne ne s'intéressait à eux. L'Occident s'est d'abord intéressé à la Chine. Pourquoi? Parce que les artistes chinois, à une époque, au moment du pop art politique, étaient plus politisés. Et c'est pour ça que certains sont devenus célèbres, parce qu'ils critiquaient la Chine ou ils critiquaient Mao à une époque. Et ça intéressait les galeries étrangères. Oui. Mais ils s'intéressaient seulement à ces artistes-là. Tous les autres artistes, même en Chine, qui n'étaient pas politiques, ça n'intéressait pas les galeries étrangères. Donc c'est ceux-là qui ont été connus en premier, et Hong Kong c'est venu bien après. À la suite, quand l'art chinois est devenu très à la mode, ils ont commencé à s'intéresser à Hong Kong. Est-ce que, selon vous, est-ce que les artistes à Hong Kong ont une identité unique? Parce que je pense que les artistes ici sont très influencés par la culture occidentale en général. C'est un peu difficile de distinguer l'identité hongkongaise en général. Ben oui, mais c'est justement ça, l'identité hongkongaise. C'est un mélange d'influences occidentales et aussi orientales. Parce que si vous regardez les gens ici, en fait, dans le fond, ils sont très traditionnels, les Hongkongais. Quelquefois plus que les Chinois de Chine. Parce qu'il n'y a pas eu de campagne politique ici contre les vieilles traditions et les choses comme ça. Donc quand vous allez dans une famille chinoise ici, cantonaise, elle a gardé toutes ses traditions, toutes les fêtes locales au niveau de la famille, elle les respecte. Oui. Et ce n'est pas le cas forcément en Chine maintenant. Donc il reste une identité hongkongaise qui s'est faite comme ça avec un mélange de l'Occident, parce que c'est vrai que Hong Kong a été coupé de la Chine à un moment et était très influencé par l'Occident. Beaucoup d'artistes hongkongais dans les années 80 sont allés étudier en Occident et sont revenus avec un bagage mixte. Oui. Mais petit à petit, depuis la rétrocession et un peu avant, les Hongkongais ont fait une recherche sur leur identité. Une recherche qui s'est faite à l'envers en fait. Ils ont commencé, ils ont retrouvé des choses qui sont, c'est quand même très différent de la Chine. Oui. Comme vous savez déjà, Hong Kong est un carrefour où il y a un brassage de cultures différentes. Comment trouvez-vous conduire votre vie ici étant qu'une personne d'origine française? Je pense que c'est relativement facile pour les étrangers à cause de ce carrefour, et en plus il n'y a pas de vraie difficulté de la langue puisque les Hongkongais beaucoup de Hongkongais parlent anglais, donc il n'y a pas d'effort de se faire comprendre des étrangers ici. Et en plus, comme vous dites, c'est très internationalisé, donc c'est très facile à vivre, mais d'un autre côté, il n'y a pas une si grande mélange que ça. Oui. Beaucoup d'expatriés vivent de leur côté et ne se mélangent pas vraiment avec les Hongkongais. Oui. Pas en profondeur du moins. Oui. Sauf les gens qui veulent vraiment s'y intéresser. Alors moi, je reconnais que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que quand je suis arrivé, ma femme, c'est ma première femme en fait, elle faisait du théâtre. Elle faisait du théâtre politique à Hong Kong dans les années 80. Oh. Du théâtre de rue avec quelqu'un qui s'appelait Mok Chu-lu, qui existe toujours, qui est un anarchiste en fait. Et il jouait dans la rue et il faisait des spectacles politiques sur la rétrocession entre la rencontre de Thatcher et Deng Xiaoping, des choses comme ça. Et c'était un théâtre souterrain parce qu'ils ne pouvaient pas jouer en public, il y avait toujours la police derrière eux, ils étaient censurés. À cette époque-là? À cette époque-là, censurés par les Anglais en fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient brûlé le drapeau britannique, ils étaient à la fois anticolonialistes mais à la fois anticommunistes. Okay. Donc c'était une situation assez complexe. Mais c'était intéressant, il y avait beaucoup de petites maisons d'imprimerie, ils tiraient des tracts la nuit et tout ça. Beaucoup de gens travaillaient, c'était des artistes aussi un peu politisés, mais aussi très ouverts à l'international. Oui. Alors que les générations après, même les jeunes générations hongkongaises, je dirais bien, sont moins ouvertes que cette génération-là. Oui.
Parce qu'à cette époque, toute cette génération, ils parlaient 2 ou 3 langues. Alors que maintenant, les jeunes hongkongais parlent plutôt toujours une langue, le cantonais, à cause de difficilement. l'influence chinoise peut-être, Oui, et après aussi, 1997. et aussi Hong Kong a vécu dans une sorte de cocon, avec les parents protégeant énormément les enfants, une grande protection. Donc ces enfants ne sont pas allés étudier à l'étranger, les dernières. Maintenant, ils vont plus, mais je parle il y a 10-15 ans. Hong Kong a été la colonie britannique. Quel est le rôle ou l'importance de la langue française à Hong Kong? Elle n'a pas une grande importance en fait. Elle a une importance maintenant parce que maintenant il y a une nouvelle migration. Et les nouveaux immigrants sont les Français. Une partie des immigrants à Hong Kong. Oui, moi, en 97, il y avait, je sais pas, quelque chose comme peut-être 4-5 000 Français, même pas. Oui. Maintenant, on dit qu'il y en a une trentaine de mille. À cause de la situation en France? À cause de la situation en France, oui. Situation économique en France, mais aussi en Europe. Et aussi à cause de la facilité à Hong Kong de s'installer à Hong Kong. C'est très facile pour un étranger de s'installer à Hong Kong, beaucoup plus facile que d'aller au Japon ou dans un autre pays. Aux États-Unis, c'est encore plus difficile. Mais... grâce à la langue. Parce qu'il y a une facilité pour créer une entreprise. C'est facile ici de créer une start-up et des petites entreprises. Donc beaucoup de jeunes Français viennent ici. La législation est assez facile, les taxes sont très basses. Et ils peuvent créer leur entreprise assez facilement, notamment en rapport avec la Chine. Quelles sont les expériences communes que la majorité des Français ont vécues ici à Hong Kong? Les expériences communes, je ne sais pas exactement. Récemment, il s'est créé beaucoup la communauté française a créé beaucoup de restaurants, de cafés, des choses comme ça, mais c'est très récent quand même. Donc ils se retrouvent un peu entre eux là. Mais personnellement, je ne vis pas dans ce milieu-là. J'ai toujours vécu dans un milieu plutôt chinois ici. Oui. Vous êtes très impliqué dans les différentes communautés artistiques ici à Hong Kong. Était-il facile pour vous au début de vous insérer dans les communautés locales? Pas trop difficile, parce que quand on s'intéresse à quelqu'un, il s'intéresse à vous. C'est comme ça qu'on crée des liens. Il faut s'intéresser à la culture de l'autre, essayer de la partager, et comme ça, il s'intéresse à votre propre culture. Et moi, j'ai créé ce magazine. J'ai pas créé, ce magazine existait déjà, Parole. Parole. Mais je l'ai changé dans les années 90, en le mettant bilingue, chinois. Et j'ai commencé aussi à écrire beaucoup sur les artistes chinois, parce qu'il n'y avait rien sur les artistes chinois. Il n'y avait pas de magazine artistique à l'époque à Hong Kong. Donc c'était un lien merveilleux pour moi, de les rencontrer, de les interviewer, de savoir ce qu'ils faisaient. Pouvez-vous dire quelque chose sur la parole? Pour moi, c'est un exemple d'échange interculturel, parce que j'ai réussi à le faire avec la moitié du magazine et sur les événements français à Hong Kong, l'autre moitié sur les événements chinois et particulièrement hongkongais. Oui. Donc ça permet à une sorte de compréhension entre les deux communautés, et c'est quelque chose de très précieux. Oui. Vous êtes quelqu'un qui apprécie beaucoup la nature, les arbres en particulier. Pourquoi les arbres? Parce que je suis né à la campagne et après j'ai appris à cultiver des arbres et tout ça. Et pour moi, les arbres, c'est quelque chose d'essentiel. Je suis très familier avec eux, même de façon physique. Je ne sais pas comment dire, je comprends les arbres. C'est comme si je les entendais, je peux les sentir pousser à l'intérieur de moi. Quand je regarde un arbre, il y a une communication. En plus, un arbre, il y a beaucoup de symboles, il plonge ses racines dans la terre et s'élève vers le ciel. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de très spirituel. C'est très spirituel, oui, c'est très poétique aussi. Et c'est une image que j'aime beaucoup et qui m'aide à vivre aussi. Est-ce que vous avez beaucoup de chance de toucher les arbres au centre-ville de Hong Kong parce qu'il n'y a pas d'assez d'espace vert au centre-ville de Hong Kong? Oui, au centre-ville, il n'y en a pas beaucoup, mais si on va ailleurs, dans les nouveaux territoires, sur les collines, il y a beaucoup d'arbres. Il y en avait aussi autrefois beaucoup plus sur le centre-ville. Il y avait de très vieux arbres à Hong Kong. Oui.
maintenant vous travaillez à l'Alliance française de Hong Kong. Comment trouvez-vous les étudiants ici à Hong Kong? Là, ils sont très, très intéressants, ils sont très curieux de la culture française. Mais en fait, ils sont surtout curieux de... Ici, beaucoup sont très curieux des produits de luxe français. Un peu trop, je trouve. La champagne, le vin. En fait, moi, c'est amusant, mais j'ai appris à connaître les produits de luxe français à Hong Kong. Oui. Quand j'étais en France, je ne connaissais pas toutes les marques françaises. Parce que j'ai vécu beaucoup à la campagne et on ne faisait pas attention à ça. Le style de vie était très différent. Très différent, on ne s'intéressait pas aussi à cette culture des marques. Je ne savais pas les marques de montres, les marques de vêtements français, les marques de luxe, je les ai appris à Hong Kong. Oui. Parce que je voyais partout sur les signes, des choses comme ça, sur les enseignes. Quelqu'un m'a dit auparavant, si vous voudrez apprendre la France, vous avez besoin de quitter Paris parce que Paris ne représente pas la France. C'est vrai? C'est vrai, c'est faux. Ça représente quand même un côté de la France. Parce que moi, j'ai vécu aussi à Paris. Avant de venir à Hong Kong, je vivais à Paris et j'étais architecte en jardin intérieur. Et je faisais des jardins sur les toits de Paris. Quel type de jardinage? Des mini-jardins. C'est un peu différent de le style japonais. Oui, oui, un peu, mais c'était mélangé. Il y avait aussi des parties. Il y avait aussi des fois des petits jardins japonais. Je travaillais pour un paysagiste qui était très à la mode et qui avait des clients très connus. Donc j'ai connu Paris par les jardins. Je suis fait à Paris sur les toits, dans les jardins, dans les cours intérieurs. J'ai découvert des choses qu'on ne voit pas, qui sont très intéressantes. Mais aussi, ce que j'aime bien de Paris, c'est quand même une ville très multiculturelle. Et c'est une ville qui est très différente, par exemple, de Hong Kong. C'est-à-dire, quand on est à Paris, chaque quartier a son caractère très propre et très différent. Alors qu'à Hong Kong, les quartiers ne sont pas si différents que ça. Si on va à Central, à Causeway Bay, ou ailleurs, on n'a pas l'impression de changer de ville. Alors qu'à Paris, si on dit ce soir je vais à Saint-Germain-des-Prés ou ce soir je vais dans le Marais, c'est très différent. C'est comme si on était dans deux villes différentes. Et ça, c'est assez excitant. Alors, les différentes cultures à Paris, elles ne sont pas très mélangées, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, on peut dire, les gens disent, beaucoup d'étrangers ne disent pas « je suis chinois » ou quand ils habitent là depuis un moment, ils disent je suis parisien. Hein, même si vous êtes étranger, vous pouvez être parisien. On sait ce que ça veut dire en France. Je suis parisien. Est-ce que l'esprit parisien est très ouvert en général? Oui, c'est assez ouvert. Je ne sais pas comment dire, pas complètement ouvert non plus, mais assez ouvert. Est-ce qu'il y a un multiculturalisme en France? Il y a un certain multiculturalisme, mais pas de façon séparée, justement, c'est plus intégré. Je pense que vous entendez par multiculturalisme. Ce n'est pas, par exemple, comme en Angleterre, où les communautés sont très divisées, ont chacune leurs écoles, leurs choses comme ça. En France, c'est une société qui est beaucoup plus laïque, et les communautés sont... Il y a une recherche d'intégration, même de la part de la République française, du gouvernement français, il y a une recherche d'intégration des communautés étrangères dans la communauté française. Est-ce que vous avez beaucoup de chance de visiter la France maintenant? J'y retourne à peu près une fois par an. Une fois par an? Oui. Ça suffit? Ça va, ça suffit, oui. Est-ce que vous avez votre famille? Oui, j'ai encore beaucoup de famille en France, à Paris, en Normandie. D'accord. Alors vous êtes ici à Hong Kong depuis, il me semble pour toujours. Pour toujours, depuis. Vous vous considérez plus qu'un Hongkongais qu'un Français maintenant? Oui, je me considère en grande partie hongkongais, mais quand même on conserve toujours sa propre culture. Comment pratiquez-vous la culture française à Hong Kong? Moi je la pratique parce que, en plus par le travail que je fais, puisque on travaille à organiser des événements français à Hong Kong. Je suis un très grand lecteur, je lis énormément, je
je sais pas, j'ai à peu près 4000 livres chez moi, 3-4 000 livres. Électronique ou Non, mais pas papier. Ici, j'en ai beaucoup aussi, en fait. Oui, c'est vos livres? Oui, ce sont mes livres. Là, c'est principalement sur Hong Kong, sur la culture, sur l'art hongkongais et choses comme ça, et chinois. Mais je continue à écrire, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup sur Hong Kong aussi pour la France, oui. Parce que j'ai fait un blog notamment pour le Courrier International en France, et de temps en temps pour d'autres magazines aussi. Oui. J'ai publié quelques livres aussi sur Hong Kong. Oui. Donc je reste toujours entre les deux cultures. Et on ne change pas sa propre culture, on la garde aussi. Il ne faut pas essayer de l'effacer, il faut la garder. C'est une valeur très importante. Je trouve très difficile parfois d'équilibrer, de vivre entre les deux cultures. Pour moi, c'est un peu difficile de balancer la culture chinoise et la culture canadienne parfois. Ça, je comprends, mais il y a différents stades en fait. Souvent, au début, quand on est dans un pays, on veut s'identifier au pays. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour plonger dans la culture étrangère. Oui. Moi, quand je suis arrivé, je voulais être chinois plus que les Chinois, ou hongkongais plus que les Hongkongais. Oui. Donc, j'ai beaucoup étudié la culture hongkongaise, les traditions, j'ai beaucoup lu là-dessus, j'ai fait des recherches, j'ai appris le chinois aussi, même si c'était le mandarin, c'est la même culture, en fait, au fond. Et après un moment, au bout d'un moment, quand on a acquis, une connaissance de notre culture, au bout d'un moment, en fait, doucement, on revient à sa propre culture. On commence à l'apprécier et on l'admet. On ne cherche pas à changer sa propre culture. Elle est là, on la reconnaît, et là, ça devient plus intéressant parce qu'on peut mieux la partager. Parce que quand vous êtes étranger, quand vous arrivez, les étrangers, ils vous voient d'abord comme chinois. Et vous voulez être canadien, par exemple. Donc vous vous sentez mal. Mais après, ça change. Après, vous acceptez ça et vous reconnaissez vos propres valeurs. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, peut-être. Oui. En bref, résumez votre trajet à Hong Kong pour nous, s'il vous plaît. Ben, pour moi, c'est une sorte de route. En fait, je dirais, le but, ce n'est pas le but, le but, c'est le chemin. Et dans sa vie, on ne sait jamais comment va se dérouler sa vie. N'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Il faut toujours être ouvert à cela, toujours être très ouvert aux choses qui arrivent, il faut toujours rester très curieux. Donc c'est un chemin qui a commencé en France, qui est arrivé à Hong Kong, mais qui peut peut-être aller ailleurs après. Est-ce qu'il y a une nécessité de faire un plan en avance pour le futur? Oui, mais le plan en avance, je ne sais pas ce qu'il est. Si on est toujours, quand je dis c'est un chemin, on est toujours en train de marcher, quoi. Je pense que c'est un peu difficile de balancer le futur et le moment présent. Non, on peut faire des projets, bien sûr, mais je ne sais pas s'il faut le balancer ou l'équilibrer, mais on ne sait jamais, enfin, ce que je dis, on ne connaît jamais le futur, alors il faut vivre intensément le présent d'abord. D'accord. Alors, merci monsieur. Merci bien. Merci.